Je m'appelle Mathieu et je suis l'heureux propriétaire de Le Petit Bonheur, un petit café à Nice que j'ai ouvert avec tout l'amour et le dévouement possible. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre établissement, un lieu où l'on pourrait se retrouver, siroter un bon café et déguster des plats préparés avec soin. Cependant, ces derniers temps, mon rêve s'est transformé en cauchemar. Les difficultés financières ont commencé à s'accumuler de manière effrayante. Le flux de clients, qui n'avait jamais été très important, commença à diminuer encore davantage. J'ai tout essayé pour inverser la situation, j'ai fait des promotions, organisé des événements thématiques, mais rien ne semblait avoir d'effet. Les factures n'arrêtaient pas d'arriver et je me retrouvais de plus en plus endetté. Chaque jour, l'espoir de garder Le Petit Bonheur ouvert s'effaçait un peu plus. Sophie, ma fidèle barista et amie de longue date, était toujours à mes côtés, essayant de me remonter le moral et d'apporter de nouvelles idées. C'est une personne incroyable, toujours avec le sourire aux lèvres, même dans les moments les plus difficiles. Un jour, alors que nous fermions le café, elle a entamé une conversation qui m'a profondément marqué. « Mathieu, je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas abandonner. Ce café est votre rêve, et je crois que nous pouvons encore le renverser », a déclaré Sophie avec une expression de détermination que je n'avais pas vue depuis un moment. J'apprécie vraiment, Sophie. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai tout essayé et rien ne semble fonctionner. Il est peut-être temps d'accepter la réalité, répondis-je, découragé. Ne parle pas comme ça, Mathieu. Pensons à quelque chose de nouveau. Peut-être une dégustation de vin ou un menu spécial week-end. Nous avons encore le temps d'essayer quelque chose de différent, a-t-elle insisté. Je voulais croire les paroles de Sophie, mais le poids de la dette et le manque de clients commençaient à nuire à ma santé mentale. J'avais l'impression de lutter contre une marée incessante qui m'entraînait de plus en plus profondément. Chaque jour qui passait, je voyais approcher la fin du mois, et avec elle l'inévitable décision de fermer le café si rien ne changeait. Un soir, après une journée particulièrement mauvaise où nous avions très peu de clients, je me suis assis avec Sophie pour une conversation sérieuse. Sophie, je ne sais plus quoi faire. Si les choses ne s'améliorent pas d'ici la fin du mois, je devrais fermer Le Petit Bonheur. Je ne peux pas continuer à accumuler des dettes et prétendre que tout se résoudra comme par magie, dis-je, sentant une boule dans ma gorge. Mathieu, je ne sais pas quoi dire. Cela me brise le cœur. Mais si c'est votre décision, je la respecterai. Je veux juste que tu saches que je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive, répondit-elle les yeux larmoyants. Cette conversation a été très difficile pour moi. C'était comme si j'admettais ma défaite, un échec personnel et professionnel. J'ai passé des nuits blanches à essayer de trouver une solution, quelque chose qui pourrait économiser du café. Mais à chaque tentative ratée, la réalité devenait plus claire, Le Petit Bonheur était au bord de sa fin. La semaine suivante, j'ai essayé une autre promotion, offrant une réduction spéciale à toute personne amenant un ami. Malheureusement, le résultat fut le même, des tables vides et un silence troublant dans le café. Je me sentais impuissant, comme si tout ce que je faisais était vain. Alors que je nettoyais le comptoir plus tard dans la journée, Sophie s'est approchée de moi avec une expression inquiète. « Mathieu, je pensais. Et si on faisait une campagne sur les réseaux sociaux ? Peut-être pouvons-nous attirer un nouveau public, des gens qui ne connaissent pas encore le café, a-t-elle suggéré. Ça pourrait être une bonne idée, Sophie. Mais je ne suis pas sûre que cela suffira. Nous sommes si proches de la fin du mois, et nous sommes encore loin d'avoir ce dont nous avons besoin pour garder le café ouvert, répondis-je en soupirant. Malgré mon découragement, j'ai décidé de suivre la suggestion de Sophie. Nous avons publié sur les réseaux sociaux, partagé des photos de nos plats et de nos boissons, et avons même proposé un tirage au sort à tous ceux qui aimaient et partageaient la page du café. Mais, encore une fois, le retour fut minime. À mesure que la fin du mois approchait, j'ai commencé à accepter que c'était peut-être vraiment la fin du Petit Bonheur. Cependant, il y avait une petite partie de moi qui refusait toujours d'abandonner complètement. Et c'est cette petite étincelle d'espoir qui m'a permis de continuer, même dans les moments les plus sombres. Je ne savais pas que le destin était sur le point d'intervenir d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est par un après-midi ensoleillé, typique de Nice, que Jacques, célèbre critique gastronomique parisien, a décidé d'entrer dans mon café.
J'étais derrière le comptoir, je nettoyais quelques tasses et j'essayais, pour la millième fois, d'ignorer le fait que les tables étaient pour la plupart vides. Sophie, ma fidèle barista et amie de longue date, était à mes côtés et essayait de me remonter le moral avec son sourire omniprésent, même si je savais qu'elle était également inquiète de la situation du petit bonheur. Mathieu, je crois toujours que nous pouvons inverser la tendance, dit Sophie en posant sa main sur mon épaule pour me rassurer. Avant que je puisse répondre, la sonnette de la porte a sonné et un homme bien habillé est entré, regardant autour de lui avec un air de curiosité et de discernement. Sophie et moi avons échangé un rapide regard, consciente que tout nouveau client était une opportunité en or. Bonjour. Bienvenue au Petit Bonheur. Puis-je vous aider avec quoi que ce soit ? Ai-je demandé en m'approchant du nouveau visiteur. Bonjour, répondit-il poliment, son accent parisien étant bien évident. Je suis de passage à Nice et j'ai décidé de découvrir un peu. Cet endroit a l'air charmant. Merci. Nous avons quelques spécialités maison qui sont très appréciées de nos clients réguliers. Souhaitez-vous essayer quelque chose de spécifique ? Jacques regarda un instant le menu avant de répondre. J'accepte les suggestions. Je suis ici pour me détendre et profiter de la cuisine locale. Surprenez-moi. Sophie était déjà là, prête à prendre la commande. Que diriez-vous de commencer par notre quiche aux épinards et chèvres, suivi du bœuf bourguignon ? Et bien sûr, d'une tarte tatin pour finir ? Parfait, acquiesça Jacques en souriant. Pendant que Sophie préparait la commande, je me sentais déterminée à faire de mon mieux. Il était crucial que chaque plat soit parfait. Je savais que chaque client était important, mais quelque chose chez cet homme me disait qu'il pouvait être plus qu'un simple client ordinaire. Lorsque les plats furent prêts, je les portai personnellement à la table de Jacques. « J'espère que ça te plaira, dis-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Il goûta la quiche, ferma les yeux un instant, savourant chaque bouchée. « Délicieux, dit-il, et j'ai ressenti un soulagement immédiat. Le bœuf bourguignon et la tarte tatin ont emboîté le pas, Jacques montrant une véritable appréciation pour chaque plat. Après avoir fini le repas, Jacques m'a appelé. « Puis-je parler au chef ? » « Bien sûr, c'est moi, répondis-je avec un sourire timide. Laissez-moi vous dire que je suis impressionné. La nourriture était excellente et l'atmosphère du café est tout simplement délicieuse. Vous pouvez vous attendre à une critique de ma part bientôt. Mon cœur s'est presque arrêté. Jacques ? Jacques Leclerc, le critique gastronomique ? Il a souri. Oui, c'est moi. Et tu mérites tous les éloges. Je l'ai remercié chaleureusement, toujours incrédule. Quand il est parti, Sophie a couru vers moi. Mathieu, c'est incroyable. Tu sais ce que ça peut signifier pour le café ? J'étais ravie. Oui, Sophie. S'il rédige une critique positive, cela pourrait être notre moyen de sortir de cette crise. Le lendemain, je me suis réveillée tôt et je suis allée directement au journal le plus influent de Nice. Le voilà, à la une du rayon gourmand, une critique élogieuse du Petit Bonheur. Jacques ne tarit pas d'éloges sur la qualité des plats et la passion évidente que nous mettons dans chaque détail. Le même jour, le café a commencé à se remplir. Des gens de partout venaient découvrir ce lieu que Jacques avait inventé. Sophie et moi étions comblés mais heureux. La critique de Jacques avait transformé le Petit Bonheur en un monument de la ville. Mathieu, regarde ça. On a la queue devant la porte, s'exclama Sophie, visiblement excitée. J'ai souri, ressentant un regain d'espoir. Tout cela grâce à Jacques. Ce n'est que le début, Sophie. Montrons à tous pourquoi le Petit Bonheur est si spécial. Avec l'arrivée du critique, notre chance avait tourné. Nous étions prêts à relever tous les défis qui se présentaient à nous, avec la même passion et le même dévouement que nous avons toujours eu. Après tout, c'est ce qui rend le Petit Bonheur si unique. À la parution de la critique de Jacques, le Petit Bonheur se transforme du jour au lendemain. J'avais l'habitude de voir quelques tables vides et d'avoir le temps de discuter avec les quelques clients réguliers qui se présentaient. Pourtant, ce matin-là, la scène était complètement différente. Le trottoir devant le café était bondé et je n'en croyais pas mes yeux. Sophie, les yeux écarquillés, accourut vers moi. « Mathieu, tu vois ça » s'exclama-t-elle, presque essoufflée.
Il y a une file d'attente dehors. Je n'ai pas pu répondre immédiatement. J'étais choquée. L'évaluation de Jacques avait tout changé, mais le succès immédiat a entraîné des défis que je n'avais jamais affrontés auparavant. Avec la demande croissante, nous avions un besoin urgent de plus d'employés. Sophie et moi pouvions à peine faire le travail. C'est alors que nous avons décidé d'embaucher Pierre. Il s'est présenté avec un CV impressionnant et semblait avoir beaucoup d'expérience dans l'industrie. Dès le début, il était ambitieux et prêt à aider pour tout. Cependant, au fil des jours, j'ai commencé à remarquer certains problèmes. Un matin, en comptant l'argent, je me suis rendu compte que le montant ne s'additionnait pas. Il manquait quelques euros, et cela commençait à arriver fréquemment. De plus, notre stock d'ingrédients semblait disparaître plus rapidement que d'habitude. Sophie avait également remarqué les problèmes et nous avons décidé ensemble d'y prêter plus d'attention. Mathieu, je pense que quelqu'un détourne de l'argent et sabote nos stocks, m'a dit Sophie avec une expression sérieuse sur le visage. Je le pense aussi, Sophie. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça, répondis-je, inquiet. Nous avons décidé d'installer des caméras cachées pour tenter de surprendre le saboteur en flagrant délit. Durant une nuit, après la fermeture du café, nous avons discrètement installé les caméras. Le lendemain, nous avons revu les enregistrements. À notre grande surprise et tristesse, nous avons découvert que Pierre était à l'origine des détournements et des sabotages. Je ne peux pas croire que Pierre ferait ça, marmonna Sophie, choquée. Il avait l'air si dévoué. Le cœur lourd, j'ai décidé de confronter Pierre. Je l'ai appelé pour discuter dans la cuisine, loin des clients. Pierre, il faut qu'on parle, commençai-je en essayant de rester calme. Nous avons découvert que quelqu'un détournait de l'argent et sabotait nos stocks. Et malheureusement, les caméras montrent que c'est vous. Pierre pâlit, mais au bout d'un moment, un sourire cynique apparut sur son visage. Alors, vous avez compris, dit-il sans s'excuser. J'ai été envoyé par un concurrent. Le propriétaire de La Belle Époque perd des clients à cause de vous et m'a payé pour saboter le petit bonheur. Point. Les paroles de Pierre m'ont frappé comme un coup de poing. J'étais furieux et déçu. Comment quelqu'un peut-il être aussi malhonnête? Tu es viré, Pierre. Et nous allons intenter une action en justice contre toi, ai-je déclaré en essayant de garder ma voix ferme. Pierre est parti sans rien dire d'autre et j'ai ressenti un soulagement mêlé d'inquiétude. Il fallait traiter avec le propriétaire de La Belle Époque et veiller à ce qu'il soit tenu responsable. J'ai raconté la situation à Jacques, qui était indigné par cette trahison. Il a proposé d'aider à dénoncer le concurrent malhonnête. Ensemble, nous avons rassemblé toutes les preuves nécessaires et porté l'affaire devant les autorités. La communauté a été choquée de découvrir les agissements du propriétaire de La Belle Époque, et il a été puni par la justice, perdant ainsi sa crédibilité. Loin du sabotage, le petit bonheur continue de prospérer. Jacques, admiré par notre courage et notre intégrité, a proposé de devenir investisseur dans le café, nous aidant ainsi à développer encore plus l'entreprise. J'accepte votre offre, Jacques, dit-il en souriant. Ensemble, nous ferons du petit bonheur un symbole de résilience et de réussite à Nice. En fin de compte, j'ai appris que malgré toute l'adversité, la passion et l'honnêteté triomphent toujours. Le café que j'ai commencé avec tant d'amour et de dévouement a finalement trouvé sa place sous les projecteurs et je ne pourrais être plus fier. Déterminé à découvrir ce qui se passait au petit bonheur, j'ai commencé à me sentir comme un détective dans un film noir. Chaque jour, les échecs et les sabotages devenaient plus évidents et le sentiment d'impuissance m'étouffait presque. Sophie, ma fidèle amie et barista, était également bouleversée. C'est lors d'une de ces nuits tendues, alors que nous fermions le café, qu'elle m'a suggéré l'idée des caméras cachées. Mathieu, il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas les laisser détruire ce que nous avons construit avec tant d'efforts, a-t-elle déclaré avec un air de détermination qui lui a illuminé les yeux. J'acquiesçai, sentant un nœud dans mon estomac. Tu as raison, Sophie. Il faut prendre cette personne sur le fait. Je n'en peux plus de cette situation. Nous avons passé la nuit à installer discrètement les caméras, en les cachant à des endroits stratégiques. Chaque mouvement me semblait être un pas dans la bonne direction, mais aussi une violation de mon propre espace, de mon propre refuge. Pourtant, c'était nécessaire.
Nous devions protéger notre rêve. Le lendemain matin, le café était plein, comme d'habitude. Pierre, le nouvel employé qui avait l'air si prometteur, était là, avec son sourire confiant et sa façon efficace de traiter avec les clients. Je l'ai regardé avec un mélange de méfiance et d'espoir que j'avais tort. Je voulais croire qu'il n'était pas responsable, mais les preuves s'accumulaient. Le soir, après une longue journée de travail, Sophie et moi nous retrouvions pour revoir les enregistrements. Mon cœur battait vite et mes mains étaient moites. Au fil des minutes, nous avons vu Pierre agir de manière suspecte. Il travaillait à la caisse et manipulait les stocks avec une habileté qui montrait que ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. « Regarde ça, Mathieu !» s'exclama Sophie en désignant l'écran. « Il touche l'argent. » Mon cœur s'est brisé en voyant la trahison se dérouler sous mes yeux. La personne en qui j'avais confiance nous sabotait, compromettant tout notre travail. Le lendemain, j'ai décidé de confronter Pierre. Je l'ai appelé au bureau pour une conversation privée. Il entra, toujours avec ce sourire confiant, qui s'effaça bientôt lorsqu'il vit l'expression sérieuse de mon visage. « Pierre, nous devons parler », ai-je commencé, essayant de contrôler la colère dans ma voix. « Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me dire ?» Il hésita, puis essaya de le nier. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Mathieu. Tout va bien, n'est-ce pas ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai montré l'enregistrement de la caméra. « Alors, peux-tu m'expliquer ça ?» Le visage de Pierre pâlit et il se laissa tomber sur sa chaise. « Je peux expliquer. Tu as été envoyé par quelqu'un, n'est-ce pas ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. « Qui est derrière ça ?» Il était le propriétaire de La Belle Époque, a avoué Pierre, la voix tremblante. Il m'a payé pour saboter le Petit Bonheur. Il perd des clients à cause de vous et voulait éliminer la concurrence. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai fait confiance. Pierre baissa la tête, incapable de répondre. La trahison était évidente et je savais que je devais agir immédiatement. Tu es viré, Pierre, déclarai-je fermement. Je veux que tu sors de mon café maintenant. Il est parti sans dire un mot, me laissant avec un mélange de colère et de tristesse. Sophie entra peu après, remarquant la tension qui régnait dans l'air. Et puis, elle a demandé. Il a avoué. Il a été envoyé par le propriétaire de La Belle Époque. Il nous faut des preuves concrètes pour le démontrer. Sophie hocha la tête, déterminée. Nous allons y arriver, Mathieu. Nous n'allons pas les laisser détruire notre rêve. Avec son aide, j'ai commencé à rassembler toutes les preuves nécessaires pour affronter le propriétaire de La Belle Époque. Je savais que ce serait une bataille difficile, mais j'étais prêt à me battre pour le Petit Bonheur. La trahison de Pierre a été un coup dur, mais elle m'a aussi donné la détermination nécessaire pour protéger ce qui m'appartenait. J'étais déterminé à ne permettre à personne de détruire le rêve que j'avais construit avec tant d'amour et de dévouement. Je suis assis dans mon petit bureau, qui se trouve au fond du Petit Bonheur, réfléchissant aux derniers événements. Je n'arrive toujours pas à croire tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. De la quasi-fermeture de ses portes, au succès inattendu et maintenant à la trahison et au rebondissement final. Cela ressemble à un rêve, mais c'est ma réalité. Après avoir découvert que Pierre sabotait le café à la demande du propriétaire de La Belle Époque, j'ai su que je ne pouvais pas laisser cela impuni. J'ai rassemblé toutes les preuves possibles grâce aux caméras cachées et j'ai contacté Jacques, le critique gastronomique qui avait été la clé de mon récent succès. « Jacques, j'ai besoin de ton aide », dis-je en essayant de cacher la tension dans ma voix. J'ai découvert que Pierre sabotait le café à la demande du propriétaire de La Belle Époque. J'en ai la preuve, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour dénoncer cela sans paraître vindicatif ou précipité. Jacques, toujours calme et réfléchi, a répondu avec un sourire encourageant. « Mathieu, vous avez bien fait de rassembler des preuves. La justice est de votre côté. Nous porterons cela devant les médias et les autorités compétentes. Avec la vérité de votre côté, toi, il n'y a rien à craindre. » Avec le soutien de Jacques, nous avons porté l'affaire devant la police et les médias locaux. L'histoire a rapidement attiré l'attention de la communauté. La nouvelle selon laquelle un concurrent aurait tenté de saboter le Petit Bonheur a suscité l'indignation des Niçois.
Le jour du procès, la salle d'audience était bondée. J'étais nerveux, mais la présence de Jacques à mes côtés m'a donné de la force. Lorsque le juge a prononcé la sentence, déclarant le propriétaire de « La Belle Époque » coupable de sabotage et d'escroquerie, j'ai senti un énorme poids s'enlever de mes épaules. Il a été condamné à payer une lourde amende et a perdu son permis d'exploiter son café. Justice avait été rendue. Après le procès, Jacques m'a pris à part. Mathieu, la façon dont vous avez géré tout cela a été impressionnante. Votre intégrité et votre passion sont inspirantes. J'aimerais parler d'autre chose. Curieux et un peu inquiet, j'ai accepté. Nous nous sommes assis à une table du café, à nouveau bondé de clients. J'ai beaucoup pensé à ton café, commença Jacques. Le Petit Bonheur a un énorme potentiel. Avec le succès récent et votre dévouement, je pense que nous pourrions développer l'entreprise. J'aimerais devenir investisseur et partenaire. Ensemble, nous pouvons amener ce café à un autre niveau. Je restai sans voix pendant un moment, absorbant l'offre. Jacques était un critique renommé et sa proposition était une opportunité unique. Jacques, je ne sais pas quoi dire. C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. Bien sûr, j'accepte votre offre. Ce sera un honneur de travailler avec vous. À partir de ce jour, nous avons commencé à planifier l'agrandissement du Petit Bonheur. Jacques a apporté son expérience et ses contacts, et ensemble, nous avons transformé le café en une véritable référence à Nice. Nous avons ouvert une deuxième unité et avons même commencé à réfléchir à la franchise. Un an après le retournement de situation, le Petit Bonheur n'était plus seulement un café, mais un symbole de dépassement et d'intégrité. Chaque fois que je voyais le café plein, avec des clients satisfaits et heureux, je me rappelais tout ce que j'avais vécu et comment la passion et l'honnêteté m'avaient amené ici. Un soir, alors qu'il fermait le café, Sophie s'approcha de lui. « Mathieu, qui aurait cru que nous arriverions aussi loin ? Je suis tellement fière de toi. » J'ai souri, ressentant une vague de gratitude. « Sophie, je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Nous sommes une équipe et ce n'est que le début. » Avec le succès de « Le Petit Bonheur », j'ai réalisé que malgré toutes les difficultés et trahisons, l'amour de ce que l'on fait et l'honnêteté sont les véritables ingrédients du succès. Et avec Jacques à mes côtés comme partenaire, l'avenir n'a jamais été aussi prometteur.